Bonjour, mon nom est Jonathan Nakache, président à Webistry. Vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent en raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours. Mon cher Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi aussi? Oui, excellent, ça va très très bien. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. On a parlé beaucoup de numérique dans les dernières années, de l'importance que l'assurance doit prendre. Non, ça se dit pas, mais l'importance de prendre le virage numérique pour l'assurance. Et puis même, on en a fait allusion là, dans les derniers épisodes avec nos invités. On s'est dit que je pense que ça vaudrait la peine d'en faire un épisode spécial puis de parler un petit peu de cet univers numérique-là puis essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Certainement, dans les dernières années, on en a parlé. Encore plus dans la dernière année. Il y a des projets qui sont en cours. Toutes sortes d'environnements changeants dans le milieu de l'assurance. Fait que je pense que c'est vraiment d'actualité d'amener le sujet qu'on veut discuter aujourd'hui. Fait qu'on est allé chercher un invité qui sort un peu qui n'est pas nécessairement relié au milieu de l'assurance de façon directe, mais c'est vraiment un spécialiste en expérience numérique. Donc, on a beaucoup de sujets à parler avec lui aujourd'hui. Alors, je vous le présente. C'est Jonathan Nakache, qui est président et cofondateur de la compagnie Webistry. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu. Puis après ça, Alex va nous introduire le sujet avec quelques données qu'on voulait partager. Excellent. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui, les gars. Je suis cofondateur de Webistry. C'est une compagnie... on aime dire qu'on se spécialise dans l'optimisation de l'expérience d'un utilisateur en ligne. Donc, ça commence bien sûr avec le trafic, de trouver l'utilisateur, de trouver les clients potentiels, de les apporter vers le site web et d'optimiser l'expérience sur le site web pour les convaincre à prendre une action. Donc, on optimise toute l'expérience de ces clients-là, même après qu'ils vous contactent, par exemple, pour s'assurer qu'on vous apporte des clients de qualité, des clients que vous voulez avoir pour votre business. OK, excellent. Ça va vraiment être un sujet intéressant. On pose souvent la question d'entrée de jeu, accident de parcours, notre fameuse question thématique, parce que, j'en ai déjà parlé, mais c'est une réalité qu'on voit souvent en assurance. Là. Les gens ne grandissent pas pensant travailler en assurance, puis c'est souvent à travers un accident de parcours. Donc, c'est le titre qu'on y a donné un peu pour parler des gens, pour parler de la réalité de l'assurance de dommages au Québec. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené chez Webistry? Puis est-ce que quelque part dans ton parcours, parce que là, je sais que tu travailles avec certains cabinets ou avec des intervenants en assurance, mais j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui t'a emmené à être sur la chaise que tu es aujourd'hui. Puis, curieux d'en apprendre. C'est une longue histoire, mais je vais résumer ça un peu, sinon on pourrait en parler pour des heures. C'est intéressant parce que après que j'ai fini mes études, c'était en finance. Je suis allé travailler dans le monde de l'assurance. Donc, ça tombe bien. C'est une coïncidence. Quand on s'est rencontrés, vous ne le saviez pas. Dans une compagnie ou dans un cabinet de courtage? Dans une compagnie. OK. Ouais, c'était London Life dans le temps. Donc, j'étais conseiller financier puis spécialisé dans l'assurance. Personnellement, je n'ai pas aimé ça, mais c'est vraiment une belle carrière. Ce n'était pas pour moi. Mais je voulais quand même aider des personnes avec... comme conseiller financier, il fallait qu'on aide avec les investissements aussi, le parcours d'une personne dans sa vie, assurance, investissement et autres produits. Ouais. Et je voulais faire ça pour les commerces. C'était vraiment, j'ai trouvé que c'est ça que je voulais faire. Je voulais travailler avec des propriétaires d'entreprises, des dirigeants d'entreprises. Et la meilleure façon de le faire, j'ai trouvé, c'était avec Webistry. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ça.
OK. Ça, c'est en quelle année? Quand est-ce que tu as fait le move, comme on dit? 2012. OK. Ouais. OK. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Parfait. Est-ce que c'était précurseur à l'époque? Est-ce que t'étais-tu dans les premiers au Québec, à Montréal? C'était quoi la dynamique à ce moment-là? Je ne veux pas dire un des premiers. Il y avait beaucoup d'agences, puis c'était des agences qui... c'était des grosses boîtes. C'est la tendance d'avoir des petites agences, c'était quand même nouveau. Et les agences offraient tout ce qu'il y avait comme produit possible. Marketing web, site web, marketing offline, comme les flyers, radio, TV, etc. Nous, on s'est dit qu'on va commencer, on va faire une chose seulement. On va se spécialiser là-dedans. On va être les experts. Et ça, c'était Google dans le temps. Donc ça, c'était nouveau comme concept. Une agence qui fait juste Google. Et après, on a commencé à ajouter peut-être 2-3 produits. Même 10 ans plus tard, on fait juste 3 produits, 3 services où on se spécialise. Et on est vraiment les experts dans ça. Excellent. Ben, c'est de ces 3 produits-là qu'on va parler aujourd'hui avec toi. Avant qu'on entame les sujets, je voulais partager avec les gens qui nous écoutent, en fait, c'est pas un, mais plusieurs sondages qu'Aviva ont fait dans les dernières années. On trouvait ça vraiment intéressant, puis on pensait que ça pouvait bien mettre la table à notre sujet. Donc, on remercie d'ailleurs Aviva d'avoir partagé cette information-là avec nous et avec vous. Un des derniers rapports, c'est les principales tendances numériques qui influent le secteur de l'assurance en 2021. Ils ont fait une recherche de mots-clés par rapport à l'assurance automobile, par exemple, puis on voit à quel point il est en hausse. On voit également aussi qu'en 2020, le mot-clé le plus demandé sur Google était « meilleure assurance auto ». On voit là que ça l'a pris l'emphase à ce niveau-là. Le meilleur mot-clé at large ou relié au milieu de l'assurance? Relié au milieu de l'assurance. Okay. Parce que si je regarde les anciens mots-clés, il y avait Bel Air Direct, il y avait Sonnet, il y avait... courtier d'assurance. Non, malheureusement, il ne sort pas. Okay. Il va falloir travailler là-dessus, je pense. Je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire. Comparateur, assurance auto, et parmi ceux qui ont sorti le plus. Bien sûr, il parle des habitudes de conduite. En fait, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, là, des sondages qui ont été faits, c'est qu'ils sont allés prendre le pouls des gens à travers le Canada, à travers les vagues qu'on a eues de la COVID. Donc, au début, première, deuxième et troisième vague, là où ce qu'on vit présentement, puis ils sont allés chercher des données. Puis ce qui en découle, c'est qu'on voit l'importance que les gens apportent à l'utilisation d'outils numériques à travers le COVID. Si je donne par exemple, puis en fait, c'est une référence Québec par rapport aux autres provinces du Canada. Par exemple, au Québec, on est encore la province que les préférences d'achat sont par appel principalement. On parle de 69%. On est la province où les gens préfèrent encore l'appel. Mais quand on se compare aux autres provinces, on voit que ça diminue, puis j'ai l'impression peut-être, là, c'est peut-être un compte-rendu que j'en fais, mais qu'on s'en va vers ça, que les gens vont avoir tendance de plus en plus à utiliser les courriels, les services en ligne, puis bon, dans le sondage... Bien, il y a une transition qui s'est faite dans le dernier 18 mois. Les gens travaillant à la maison sont beaucoup plus proches des outils numériques qu'ils étaient, là, si on pense à la pré-pandémie. Là, donc... Absolument. Les attentes des clients en matière d'assurance évoluent. La pandémie a contribué à une augmentation significative de la demande d'achat en ligne. 3 Canadiens sur 5 veulent pouvoir faire des achats en ligne en assurance. 3 Canadiens sur 5, c'est quand même important. Un autre point qui est quand même important, intéressant, c'est les préférences en matière de communication. Si on regarde le courriel avant la pandémie versus maintenant, c'est passé de 68% comme étant une méthode préférée à 86%. Donc, on voit que les gens, ils demandent de plus en plus à être contactés de cette façon-là. Alors qu'à l'inverse, les appels ont passé de 43% à 12%. Donc, les gens ont moins envie d'être téléphonés, de recevoir un appel téléphonique. Au niveau des textos, bien, de 10 à 12%, ça paraît pas un gros pourcentage, mais je pense qu'on est encore... c'est encore très nouveau pour le texto en assurance. Je pense que plus on va l'utiliser, plus les gens vont apprécier cette façon de faire. Moi, d'ailleurs, dans notre cabinet, on a commencé à l'utiliser, puis on voit l'impact, les gens, à quel point ils préfèrent cette façon de... Il y a une rétroaction plus rapide, j'imagine. Oui, exactement. Je voulais juste ajouter une petite anecdote. Je viens d'acheter une auto, puis je l'ai faite par texto. C'est 3 semaines de communication par texto, parce que...
faut agir vite, faut répondre vite. Ouais. C'est difficile de trouver une auto de nos jours. Et je suis dans des rencontres, dans des meetings, je suis occupé pendant la journée. Donc, c'est la seule façon pour moi de répondre quand je veux répondre, puis d'avoir une réponse rapide. Et le vendeur a préféré cette méthode aussi. Donc, c'est pas tout le monde, c'est moi, mais je pense que c'est une tendance qui va se rattraper un peu. Ce qu'on voit souvent aussi dans notre domaine en assurance, c'est que c'est difficile de rejoindre les gens en journée de 9 à 5. Les appels, on tombe souvent sur des boîtes vocales. Les courriels, on n'a pas une réponse très rapide nécessairement. Puis les gens reçoivent tellement de courriels, de newsletters d'une compagnie et de l'autre qu'à un moment donné, ça se perd à travers tout ça. Puis je pense que le texto va bien fonctionner pour nous, pour arriver à rejoindre les gens, parce qu'on peut répondre quand on veut. On voit tous nos textos, on le sait. Fait que je pense que le taux de réponse va être intéressant. Puis écoutez, je ne veux pas prendre trop de temps non plus sur les sondages. Là. Je pense que je vous invite, les gens qui font affaire avec Aviva, de contacter votre représentant puis d'ouvrir la discussion. C'est fort intéressant, là, tout ce qu'ils ont pu recueillir comme information. C'était tout simplement pour mettre la table un petit peu à notre sujet d'aujourd'hui. Mathieu, est-ce que je te laisse faire l'introduction de notre premier bloc, de notre premier... approche de l'univers numérique. On veut discuter avec Jonathan des services que son entreprise offre actuellement à divers cabinets avec qui tu travailles. Puis le but aussi, c'est d'éveiller certaines personnes à la réalité, qu'est-ce qui existe, comment ça se fait. Parce que, si je prends mon exemple personnel, moi, aujourd'hui, c'est une grande session d'apprentissage. Il y a plusieurs sujets là-dedans que je ne connais pas. Donc, j'ai vraiment hâte d'en entendre un peu plus. Fait que vraiment, le premier point qu'on veut toucher, c'est l'environnement numérique. Dans l'environnement numérique, tu vas pouvoir nous parler de plusieurs points, j'imagine. L'utilisateur, moteur de recherche, médias sociaux, site web. Qu'est-ce que vous faites dans ça? C'est quoi les interventions? Comment vous aidez les entreprises à bien organiser tout leur environnement qui est souvent déjà, j'imagine, existant. Vous ne construisez pas ces environnements-là, mais vous les optimisez, j'imagine. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je vais te laisser nous parler un peu plus de ta façon de voir ça. Donc, il faut avant tout essayer de démystifier un peu l'environnement numérique, parce que pour beaucoup de personnes, ça a l'air compliqué mais en réalité, c'est pas trop différent du monde dans lequel on vit, dans le offline, comme on dit. C'est très similaire. Le comportement des utilisateurs est très similaire. Quand on rentre dans un magasin, physiquement, il y a des éléments qui vont nous aider à prendre une décision. Un vendeur, de la bonne musique, de la décoration. Donc, c'est des éléments importants. Si on rentre dans un magasin, même avec beaucoup d'achalandage, puis ces éléments ne sont pas présents, on va ressortir de ce magasin sans avoir acheté. Donc, avant tout, dans le numérique, c'est un écosystème. Il y a un être humain qui navigue sur le site web ou sur Google et cette personne veut prendre des décisions. Elle est à la recherche de quelque chose. Donc, il faut comprendre à la base que c'est juste ça. C'est une personne qui cherche pour une solution. Il faut savoir comment parler et communiquer avec cette personne-là. Donc, j'essaie de simplifier ça avant tout. C'est parfait. L'écosystème, c'est pas mal simple. Si on veut simplifier, c'est un site web. Mais comme un site web, c'est comme un magasin. C'est beau avoir un site web, mais c'est pas assez. Faut avoir des bons textes bien écrits, qui sont convaincants. Il faut que ça soit vite. Il faut que ça soit facile à naviguer sur notre mobile. Quand tu dis qu'il faut que ça soit vite, il faut que la rapidité du site Internet à être loadé, si on peut dire le terme. Là. Téléchargé. Exactement. Que ça soit rapide. Okay. Exactement. Moi-même, je ne suis pas trop patient. Si ça prend 6 secondes pour une page pour qu'elle s'affiche, je quitte tout de suite. Et on le voit dans les statistiques aussi. Quand on voit une page qui est un peu plus lente à télécharger, on appelle ça un bounce rate. Il est beaucoup plus élevé. Okay. Donc, on parle de rapidité de site Internet. On parle de design. Oui. Absolument, design très important. Quand on ouvre notre écran, on ne voit pas tout le site web. On voit juste un petit pourcentage. C'est peut-être la première section du site web. Donc, les premiers mots, les premiers textes qu'on voit, le look, le design, ça va nous porter à prendre 2 décisions. 1, quitter, ou 2, continuer à naviguer dans le site web. Donc, ça, c'est la première décision. Ça prend 2 secondes. Ça, c'est une vraie statistique. 2 secondes pour qu'une personne décide si elle reste ou si elle quitte. Après ça, ça prend à peu près 20 à 30 secondes
pour que cette personne décide à prendre une action, comme remplir un formulaire ou appeler, ou quitter le site web. Donc, on a 2 à 20 secondes pour convaincre une personne à prendre l'action. C'est extrêmement rapide. Exactement. Donc, OK. Donc, ça prend une stratégie. Absolument, absolument. Une autre statistique, ça a changé un peu à travers les années. Donc, une personne, par exemple, sur Facebook, qui navigue, on fait tout ça sur Facebook, la distance qu'elle parcourt en termes de scrolling, c'est la hauteur de la Statue de Liberté à New York. Oh wow! C'est beaucoup, oui. Par jour, non? Par jour. Ah oui, par jour. Ça prend à peu près 0.01 secondes pour qu'une personne digeste un morceau d'information, une image, un texte. Quand on navigue, on est en train de lire en même temps pour décider si on arrête ou si on continue. 0.01 secondes. Il y a 5 ans, c'était 1 seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que notre cerveau est en train de changer dans la façon qu'on digère un peu l'information en ligne. On est beaucoup plus rapide. Et notre attention, elle est raccourcie. OK. Fait que vous cherchez à arrêter ce scrolling-là ou arrêter l'individu qui rentre sur le site. Comment on le stoppe? Comment Exactement. On capte son attention. La première étape, chercher l'attention et amener cette personne vers une expérience qu'on contrôle, un site web. Étape 2, convaincre cette personne à prendre l'action sur ce site web. Étape 3, c'est quoi qu'on a eu comme leads, comme business, comme client? Est-ce qu'on peut optimiser le genre de client qu'on reçoit? Donc ça, c'est un peu l'écosystème. Ça existe où, cette interaction? C'est quand même simple. C'est les moteurs de recherche, Google étant le plus grand, mais il ne faut pas ignorer Bing non plus. OK. Beaucoup moins compétitif. Les médias sociaux, Facebook. Et pourquoi Bing? Question comme ça. C'est-tu parce qu'il est de base dans certains navigateurs, puis les gens, ils font juste pas le changer pour Google? Oui, donc bonne question. Moins compétitif parce qu'il y a moins de personnes qui l'utilisent et parce que les moteurs de recherche, c'est un système d'enchères. On paye comme si on payait dans les enchères, on paye pour le clic uniquement. Bing est moins cher que Google, mais il y a moins de personnes parce que c'est moins populaire. Les personnes qui sont sur Bing sont d'une démographie un peu plus âgée parce que c'est le moteur de recherche par défaut pour Microsoft. Donc un peu d'informations. Oui, absolument. Il y a les médias sociaux, Facebook étant le géant, mais il y a beaucoup qui se rattrapent maintenant, comme TikTok par exemple, le site web et bien sûr l'utilisateur, il ne faut pas l'oublier. C'est le premier élément à comprendre. OK. Fait que de comprendre c'est à qui qu'on s'adresse. Absolument. On ne peut pas s'adresser à tout le monde, il faut qu'on cible. Donc le moteur de recherche versus qui on cible, les médias sociaux versus qui on cible, j'imagine Facebook de ce monde versus un TikTok, c'est pas la même auditoire cible. Absolument, c'est exactement ça. OK. Aujourd'hui, parce qu'on a des sujets, on pourrait en parler pendant des heures, là, juste avec tout ce que tu viens de nous énumérer, on va essayer de se concentrer sur l'univers Google et comment positionner notre présence en ligne pour se faire voir de cet utilisateur-là puis l'amener à prendre action sur notre site, n'est-ce pas? Oui. Alors, toi qui es un spécialiste de Google, dis-moi comment on fait. Comment Google fonctionne? Comment on doit comprendre l'univers de Google pour se donner des pouvoirs, des actions là, dans cette immense... Oui. C'est une grande question, puis je vais la simplifier. La réponse va être simplifiée, bien sûr, puis si on a plus de temps, on va rentrer dans les détails. On va résumer ça à 2 univers dans Google, ou 2 méthodes d'apparaître dans Google pour les bonnes recherches, les recherches qu'on veut. Un, c'est l'organique, donc c'est gratuit. C'est que Google a décidé que pour une certaine recherche, pour certains mots-clés, on était une des meilleures options afin d'afficher notre site web à l'utilisateur. Et Google, ils sont vraiment axés sur l'expérience. Encore, je répète ce mot-là beaucoup, mais l'expérience de l'utilisateur. Oui, ils veulent faire de l'argent comme compagnie, mais ils ont trouvé comment ça fonctionne. Même Facebook, même concept, si les personnes n'utilisent pas la plateforme, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'enchères, il n'y a pas de clients qui vont aller payer pour des publicités. Donc, avant tout, c'est l'utilisateur
qu'il faut mettre à l'avant. Donc, Google va regarder c'est quoi le comportement de l'utilisateur, c'est sur quoi qu'ils cliquent quand ils font des recherches, leur comportement après avoir cliqué, puis ils vont essayer de matcher cette personne-là qui a cherché, par exemple, meilleur assureur Québec ou Montréal, ils vont le matcher à la bonne personne ou le bon site web. Ça, il y a une méthodologie pour ça. On appelle ça le SEO. Il y a tout le monde qui a entendu ce concept, mais on le mélange beaucoup. C'est Search Engine Optimization. Et ça, c'est pour la méthode organique gratuite d'apparaître sur Google parce qu'on est tout simplement la meilleure option pour la recherche. Est-ce que d'un utilisateur à un autre, par exemple, moi je cherche meilleure assurance Laval et mon voisin cherche le même mot-clé dans Google, est-ce qu'on va avoir nécessairement les mêmes résultats ou c'est organisé différemment par utilisateur? Très, très bonne question. En théorie, je ne peux pas dire si oui ou non, ça va dépendre, mais la vraie réponse, ça serait pas nécessairement les mêmes résultats. Quand on fait une recherche sur Google, il y a des résultats, ça c'est le deuxième univers, la publicité payante, le trafic pour lequel on a payé, ça c'est les pubs sur Google. Et ça c'est quand, comme client de Google, tu vas aller leur dire, moi je veux payer pour ce mot-clé-là, ou ces 20 mots-clés-là, et je suis prêt à payer $2 par clic, ou $5 ou $10 par clic. Et c'est un système d'enchères. Donc, si le courtier d'à côté, lui, est prêt à payer $10, ben, tout le monde va devoir payer $10 ou plus afin d'apparaître ou de compétitionner avec cette personne. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, étant un principe d'enchère, tu achètes un mot-clé ou tu bides sur un mot-clé, si on peut dire comme ça, et tu n'es pas le seul. Donc, pour optimiser ta présence, tu dois suivre ce que les autres sont prêts à payer, autrement dit. Tu dois payer le même coût du clic ou plus pour espérer d'être plus présent. Exactement. Puis ça fait un pont vers ta question, c'est est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats? Deux personnes qui font la même recherche, ben, ça va dépendre de il y a des résultats organiques et des résultats qui sont des pubs. Habituellement, les 2 ou 3 premiers résultats... Moi, ma question, c'est vraiment dans l'organique. Est-ce que l'organique est rendu individualisé par utilisateur ou ça reste un résultat global? Parce que j'imagine que ça va évoluer également, là, tout ce qui est résultat organique. Oui. Donc, oui, la réponse, c'est ça va varier par chercheur. Des fois, ça se peut que vous êtes 2 chercheurs à avoir les mêmes résultats, si la compagnie fait une vraiment bonne job à afficher son site web. Et la même réponse s'applique à la publicité aussi. Donc, même si on va aller payer un peu plus dans les enchères, si nos textes publicitaires sont horribles, si notre site web, l'expérience sur notre site web, elle est vraiment pas bonne, on va pas apparaître. Ça, c'est les robots qui évaluent ça? C'est l'algorithme. Ouais, on peut appeler ça robot. Algorithme, c'est toute la même chose. Mais c'est l'algorithme qui va étudier cas par cas pour l'organique et pour la publicité payante. Puis ça, est-ce que l'organisation se ramasse avec un score? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est? Toi, es-tu capable de dire, bon, mon client, là, il a du travail à faire, il est bas classé, on va l'aider à monter. Tu sais, est-ce qu'il y a une façon de le savoir, comment on se classe? Absolument. Okay. Dans les 2 domaines, il y a des façons différentes de pouvoir étudier comment on se classe et d'optimiser ce qu'on peut faire. Il y a aussi juste l'expérience. Google ne vont pas tout nous dire. Ils se réservent un peu des secrets et il faut qu'on comprenne le marché. Donc, c'est intéressant. OK. On revient à nos sujets pour être sûr que les auditeurs nous suivent bien. Donc, on a parlé de définir ce qui est organique, le SEO. Donc, ça, c'est... En fait, tu as un impact sur Google par rapport à l'optimisation de ton site Internet, je comprends bien. Exactement. C'est un mélange de facteurs. Donc, dans le passé, c'était vraiment juste le site web. Et si on veut apparaître pour les mots-clés organiquement, pour les mots-clés meilleur courtier en assurance, par exemple,
fallait que ce mot-clé se trouve partout dans notre site web aussi fréquemment que possible. Dans le titre, dans le... Exactement, dans les textes, dans la description, les titres. Ça, c'est plus vrai, là, maintenant. Pas nécessairement, non. Ok. C'était un facteur important. Maintenant, c'est devenu le facteur peut-être le moins important. C'est quand même à considérer. Si le mot ne se trouve nulle part dans le site web, c'est peut-être un problème. Mais d'aller jammer ça partout, c'est pas une bonne chose. Google va reconnaître que c'est un texte de mauvaise qualité. Ça fait pas de sens. C'est pourquoi est-ce qu'il répète le même mot à chaque 2 lignes. C'est l'exemple extrême un peu. Il y en a qui cachaient des textes ou des choses comme ça dans des sections cachées du site. Ça, ils le débusquent facilement maintenant, j'imagine. Ah ouais, ça, on appelait ça Black Hat. C'est une méthode un peu comme tricher un peu. Des textes invisibles qui contiennent tous les mots-clés qu'on veut. Ça fonctionne plus. Ça. Si Google va trouver ça, on va être pénalisé. Une autre vieille méthode. Donc ça, c'est des vieilles méthodes qui s'appliquent plus. C'est important de le mentionner parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont vous dire « il faut faire ça ». Donc, il faut être au courant. Une autre vieille méthode, c'est on appelle ça encore des backlinks. Donc, c'est d'autres sites web qui contiennent des liens qui apportent la personne à votre site web. OK. Donc, ça peut être un site web de listing de tous les courtiers au Québec, par exemple, avec plein de liens. Dans le temps, c'était le volume qui comptait, d'avoir le plus de backlinks que possible. Maintenant, c'est la qualité. Donc, si on a, 5000 backlinks dans plein de sites web, mais c'est des sites web pas fréquentés, des sites web de mauvaise qualité, des sites web que la personne atterrit et elle quitte tout de suite, qui sont pas connus, qui n'ont pas une bonne réputation, on va être pénalisé pour ça. Oh, wow. Okay. Mais ça va vraiment même à l'inverse. Là. Exactement. Fait de mettre son adresse sur un site, exemple d'un client, mais que le site est peut-être pas up-to-date, c'est pas nécessairement la bonne décision à faire. Ben, je dirais pas que c'est mauvais, mais si on le fait 10 000 fois, c'est mauvais. C'est pas une bonne chose. Puis dans le temps, c'était vraiment le volume. Maintenant, c'est la qualité. Donc, d'être sur un blog qui est fréquenté, qui a une bonne réputation, crédible, puis que ce blog a un article qui va vous mentionner votre site web, excellent. D'en avoir 5-10 comme ça, c'est beaucoup plus de valeur que d'en avoir 5000. Moi-même, pour mon site web, c'est une page. C'est pas un site web complètement développé avec 10 pages et textes uniques, mais on est dans beaucoup de blogs, dans des sites web de très grande réputation, et notre SEO est vraiment excellent grâce à ça. Donc, ça va dépendre d'un commerce à l'autre. Donc, j'ai plus besoin d'avoir des pages dédiées par sujet, nécessairement dans un site. On peut aller avec une page déroulante du moment qu'on optimise notre texte puis qu'on indique à Google... Oui, je dirais qu'il y a plusieurs branches à considérer. Puis si 4 facteurs sont 10 sur 10, puis l'autre facteur d'avoir des pages pour chaque service, il n'est pas trop bon, ben on va quand même bien performer. Okay. Mais quand même, il ne faut pas ignorer que oui, ce serait bien d'avoir une page pour chaque produit ou chaque service. Ça reste. Ouais. Fait que si je comprends, Google a trouvé une façon de trouver les tricheurs. Oui, puis vraiment d'optimiser vers l'expérience de l'utilisateur. C'est vraiment axé sur la personne qui fait une recherche, qu'elle trouve vraiment les meilleures options pour ses habitudes, pour ce qu'elle recherche. Ce qui rapporte à ta question, est-ce que les résultats vont être différents d'une personne à l'autre? La réponse est oui, parce que ça doit être aussi ciblé que possible. Parce que Google garde des traces sur l'individu dans son utilisation. Elle sait quel genre de véhicule elle a peut-être, quel genre de maison elle a, elle habite dans un condo. Tu sais, ils sont rendus là. Donc, ils peuvent même cibler par rapport aux besoins de la personne. C'est ça, Google a de l'information à propos de ton comportement sur des sites web, jusqu'à un certain degré, puis ça change, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles lois qui sont en train de venir, puis ça va limiter un peu ce que Google et Facebook peuvent capter comme information, mais ils savent ce que tu recherches. Puis ça, c'est beaucoup d'informations. Nos recherches reflètent nos comportements dans la vie. On recherche tous des choses que peut-être on ne voudrait pas que les autres voient, mais dans Google, on le fait. Donc, c'est beaucoup d'informations, je dirais, juste si on se réfère vraiment à la recherche elle-même. Est-ce que la présence dans les médias sociaux a une influence sur le SEO? Exemple, le cabinet a une belle présence sur LinkedIn, sur Facebook. Est-ce que cette présence-là, ces interactions-là ont
influence sur le SEO? Ça peut, oui. Ok. Donc, Google va scanner vraiment tout l'écosystème. On va nommer quelques facteurs. Des textes de bonne qualité. Donc, si on va faire un copy-paste d'un autre site web, d'un paragraphe, Google ne va pas aimer ça. Ça doit être unique comme texte et ça doit être convaincant comme texte. La vitesse de téléchargement d'une page, on a parlé de ça il n'y a pas trop longtemps. Donc, une page qui prend 30 secondes à télécharger versus 2 secondes ou 1 seconde. Dès que ça dépasse, c'est une vraie statistique, dès que ça dépasse le 3 secondes, c'est vraiment pas bon. OK. Donc, c'est bon à savoir. Il y a même des outils pour aller diagnostiquer la vitesse d'un site web sur Google. Un autre facteur, c'est le design. On l'a mentionné tantôt. C'est un design qui nous apporte à vouloir scroller sur la page, aller regarder d'autres pages, interagir avec le site web. Ça, c'est bon. Donc, c'est le temps qu'un utilisateur va rester ou va passer sur le site. Exactement. C'est ça. C'est ça. Le temps, mais aussi le nombre d'interactions. Donc, peut-être je vais rester 10 secondes, mais j'ai cliqué sur plusieurs pages. Je suis descendu, puis j'ai rempli le formulaire. Google va le savoir aussi. Puis ça, c'est une bonne chose. C'est un signal qu'on envoie à Google que c'est une bonne expérience. Donc, il y en a beaucoup d'éléments. Tu sais, les backlinks, vu que c'est la qualité et non le volume, moi, j'appelle ça du PR, relations publiques. C'est comme dans le offline. Un autre facteur, c'est des avis, des reviews sur Google ou sur d'autres sites web où on collectionne des reviews pour des commerces. Donc, pour les des avis sur Google ou des avis de Facebook. Il y a façon de rater. Fait que c'est vraiment le rating. Est-ce que l'interaction avec les gens aussi qui font ces avis-là est importante? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, si toi, tu as 200 reviews, puis c'est 4.5 stars, étoiles. Puis, c'est pas la réalité, mais disons que tu en as 5. Ouais. Ben, tu vas être plus apte à apparaître ou à être affiché sur une recherche Google. Même chose pour les avis dans d'autres plateformes comme Facebook. Si on est un restaurant sur Yelp, si on est un dentiste sur RateMD, par exemple. Donc, il y a un écosystème de reviews et d'avis qui est très important aussi. Donc, de pousser nos clients, nos consommateurs satisfaits à faire des reviews, ça peut être une bonne stratégie. Absolument. Je vous dirais même, tout commerce devrait le faire. Moi, je le fais. J'encourage mes employés à demander à des clients qui sont contents. On sait qu'ils sont contents, on sait qu'ils ont une bonne expérience. Ouais. On va les cibler puis on va leur demander de laisser. On va être très direct. Est-ce que vous avez une bonne expérience? Et si oui, ça nous motive à continuer quand on reçoit un avis sur Google. Puis ils sont contents de le faire. Parce que j'ai l'impression que si on le fait pas, les gens qui vont aller le faire, c'est peut-être les gens qui n'ont pas nécessairement eu l'expérience à laquelle ils s'attendaient. Donc, ah ouais. Dans le sens de ne pas le faire, on se tire dans le pied. Là. Donc, tu sais, vraiment de pousser puis de demander à notre clientèle, ça serait important. C'est un bon point, ça, parce que les personnes mécontentes sont les plus motivées habituellement. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je pense qu'une fois que le rating est fait par l'utilisateur, moi, en tant que gestionnaire de mon Google Business, par exemple, je ne peux pas les modifier. Là. Je ne peux pas dire, ce commentaire-là, je veux l'enlever, je ne veux pas qu'il apparaisse. Je pense que non. C'est ça. Ah ouais, une fois que c'est public, difficile. Exactement. Ouais. Même si ce n'est pas un vrai avis, ouais. C'est très difficile de l'enlever, si on voulait l'enlever. Okay. Il y a des façons, mais c'est... Il faut contester, il faut amener des preuves que c'était pas un client, mais c'est rare. On a essayé plein de fois, puis 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit, j'imagine, diffamatoire ou bon... Exactement, c'est ça. Y a-tu des... Avant qu'on aille dans le payant, là, y a-tu des choses qui s'en viennent ou que tu sais, disais, Google s'en vont sûrement dans cette voie-là, tu sais, que les gens devraient se préparer un peu pour le futur, tu sais, est-ce qu'on est à l'apogée de leur développement? Tu sais, toi, qu'est-ce que tu vois là, dans le développement de l'organique? Il y a beaucoup qui changent à chaque année dans l'algorithme. Ça devient pas mal technique de rentrer là-dedans, mais si on est en train de parler de tendance, je dirais qu'il y en a deux. La messagerie, on a parlé de texto. Google est en train d'introduire, et Facebook aussi, des manières d'interagir au niveau de la publicité. Donc, sans devoir cliquer et tomber sur un site web, mais que ça reste dans Google, dans la page de résultats, et que ce soit une action, on clique ou on tape dessus, puis ça ouvre notre texte message. On envoie un message au commerçant.
OK. Donc, ça a apparu récemment. Puis, tout ce que Google fait, pour moi, c'est comme une prédiction du futur parce qu'ils ont beaucoup d'informations, ils font des études. Tout ce qu'ils font, c'est motivé par une bonne raison ou plusieurs bonnes raisons. Donc, pour moi, ça veut dire que ça va être une tendance ou c'est déjà une tendance. Une autre tendance, c'est tout ce qu'il y a de vocal. Donc, Alexa ou Google Home, par exemple, aux États-Unis spécifiquement. On est toujours un peu en arrière avec les États-Unis, mais c'est bon parce qu'on peut aller capter les opportunités en avance. Et c'est des personnes qui font des recherches avec la voix, activées par la voix. Et donc, d'aller voir ou de développer une stratégie, comment est-ce qu'on peut être affiché pour une recherche vocale? Comment est-ce que ça fonctionne? Puis c'est de bien comprendre. Puis ça va être un univers complètement différent qu'une recherche écrite. Absolument. Ça prend de l'audio dans son site web ou non, pas nécessairement. Des podcasts ou non? Si on veut vraiment toujours simplifier, ça revient à l'expérience de l'utilisateur. Donc, c'est par exemple quelqu'un qui cherche restaurant avec disponibilité à 5 heures. Ça peut être une recherche. Il faudrait avoir nos disponibilités affichées peut-être sur le site web ou disponibles sur Google, parce que sinon Google ne va pas pouvoir matcher au bon commerce. Donc, c'est juste de comprendre un peu les dynamiques d'une recherche vocale. C'est quoi que le monde va rechercher avec leur voix, avec une commande vocale? C'est un peu différent que quand... À l'écrit. Exactement, c'est ça. Jonathan, tu me parlais d'old school versus new school. J'ai l'impression que dans le passé, un seul individu est en mesure de donner des conseils en SEO, des conseils en site Internet, différents conseils, alors qu'aujourd'hui, ça prend-tu plus une équipe parce que ça devient beaucoup plus spécialisé dans chacun de ces... Absolument, c'est exactement ça. Dans le temps, c'était une personne qui faisait tout. Si présentement, vous parlez avec une agence ou un freelancer, puis ils vous disent qu'ils vont tout faire, faudrait se poser des questions. Si on a parlé de design, un designer. On a parlé de texte, quelqu'un qui sait comment écrire des bons textes, spécialisé dans votre domaine. On a parlé de vitesse, de téléchargement. De bons textes au niveau web ou de bons textes de contenu de notre domaine? T'sais, est-ce que... Au niveau, c'est un peu des deux. Dans notre site web, si on offre plusieurs produits, plusieurs services, il faut écrire des textes qui sont convaincants et qui nous donnent de l'information qui est importante. Pour la personne qui recherche. Donc, il faut comprendre c'est quoi que le monde se pose comme question quand il cherche vos produits. Il faut répondre à ces questions-là dans nos textes, dans nos pages de services ou de produits. On a donc texte, c'est quelqu'un qui sait comment écrire. Vitesse de site web et juste la façon que ça a été construit, un site web, ça, c'est un développeur qui fait ça. On appelle ça dans notre domaine technical SEO. OK. Donc oui, ça prend une équipe, puis ça prend quelqu'un qui sait comment gérer l'équipe. C'est rendu ça la force dans le SEO. Des experts en expérience numérique, des users... Oui, exactement. Okay. Fait que vous autres, exemple, ton équipe à toi, vous êtes un peu le maître d'œuvre ou celui qui regarde si tout le monde a optimisé son travail, et puis là, après ça, vous rentrez dans la mise en place de la stratégie? Donc, au fait, nous, on a pris une décision comme compagnie qu'on ne voulait pas offrir le SEO pour l'instant. C'est stratégique comme décision. Ça se peut qu'on l'offre dans le futur, mais comme qu'on a fait il y a 10 ans, notre but, c'est d'être les meilleurs. Les meilleurs, c'est toujours une vision. Il y a plusieurs meilleurs, mais vraiment d'essayer d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Et tant qu'on n'a pas construit une équipe assez grande pour pouvoir établir cette mission, on ne va pas commencer à ajouter des services. Parce que ça, c'est comme la plus grande erreur qu'on pourrait faire, à mon avis. Donc, le SEO, on ne l'offre pas présentement, mais je peux en parler pour des journées. Je vois ça. Parlons de ce que vous offrez alors, oui. De votre spécialité. C'est ça. Donc, on a parlé de l'expérience d'un utilisateur, puis ça commence avec capter l'attention, puis amener cette personne vers une expérience numérique qu'on contrôle, le site web, où on peut les amener à prendre une action. Donc, cette première étape, nous, on le fait avec des publicités, de la publicité en ligne.
que ce soit les médias sociaux, les moteurs de recherche, ou il y a plein d'autres plateformes comme Quora, Reddit, etc. Mais pour Google, c'est vraiment le Google Search. Donc, les recherches texte dans Google. Donc, ça, c'est le deuxième univers de Google et on se spécialise vraiment là-dedans. OK. Donc, Google Search. Comment on développe une stratégie, une campagne, en fait? Je pense que ça serait le bon terme. Ouais, donc... la première étape, c'est de comprendre c'est quoi les recherches qu'on voit dans notre marché. Le marché, donc, si on est courtier au Québec, notre marché, c'est le Québec. Si on veut dominer le marché à Montréal ou à Laval, donc notre marché, c'est Laval ou Montréal, c'est d'aller voir c'est quoi les mots-clés qui sont utilisés par des personnes, des clients potentiels, à quelle fréquence est-ce que ces mots-clés sont utilisés à chaque mois. Donc, c'est quoi le volume de recherche? Et comment on fait ça? Il y a des outils qui sont disponibles. Il y a même un outil gratuit que vous pouvez aller chercher sur YouTube comment utiliser. C'est sûr, avec l'expérience, on l'utilise peut-être d'une meilleure façon. Ça s'appelle Google Keyword Planner. Okay. C'est anglais. Donc, c'est gratuit, puis ça nous donne quand même beaucoup d'informations. C'est quoi les mots-clés? C'est quoi le volume de recherche? Et aussi, dans les enchères, c'est quoi le coût par clic à quoi on peut s'attendre pour chaque mot-clé. Fait que cet outil-là, donc ça rend possible de prévoir un certain budget et qu'est-ce que les gens recherchent. Exactement. Okay. Donc, c'est quoi qu'ils recherchent, c'est quoi le budget potentiel et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat. Par région, par âge, par sexe, par... on pourrait limiter par âge, sexe. Moi, je le ferais pas. Okay. Mais oui, mais mettons qu'on ciblerait... OK. Absolument. Donc, on peut mettre des paramètres comme, disons, la ville ou la province ou le pays, par exemple. Et les enchères vont varier par géographie qu'on cible. Donc, si c'est Montréal seulement, ça se peut que ça soit un peu plus compétitif comparativement au Québec au complet. Parce qu'on vient chercher une audience plus grande et peut-être aussi pour l'audience, le nombre de personnes, moins de compétiteurs, comme le ratio compétiteur et client. Quand on dit compétitif, on s'attend à payer un peu plus cher du clic. Absolument, okay. Exactement. Comme aux enchères, si on est 100 personnes puis on veut tous la même auto, le prix va monter. OK. Donc, ça, c'est la première étape. Première étape, une étude de marché. C'est essentiel. On le fait toujours pour chaque client. Il y a même des fois qu'on va dire au client, Google, c'est pas pour vous. C'est beaucoup trop cher, ça va pas être profitable, il n'y a pas un bon fit. Donc, c'est vraiment la première étape pour savoir s'il y a même du potentiel. Je pourrais vous dire que dans votre domaine, il y a beaucoup de potentiel. Mais, tu sais, exemple, là, un tout petit cabinet ou quelqu'un qui part en affaires, qui dit hey, moi, là, je veux Google assurance auto. Ben, on s'entend que l'enchère doit être assez élevée dans des mots-clés comme celui-là. Ouais, on serait surpris. Ah oui, OK. Ouais. Donc, on fait l'étude, puis on trouve vraiment les mots-clés où il y a une opportunité. Parce que les grands cabinets, eux, ils essaient de dominer tous les mots-clés. Puis il y en a certains qui veulent vraiment contrôler. C'est peut-être un groupe de 5 mots-clés qui sont vraiment populaires. Et même dans les statistiques, Aviva, tu as mentionné certaines statistiques, le mot-clé le plus recherché. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller se positionner avec d'autres mots-clés qui sont moins compétitifs. Qui sont similaires, mais pas les mêmes. Fait que là, exactement. L'enchère est différente, même si c'est similaire. Exactement, c'est ça. OK. Donc, on peut aller trouver des opportunités si on fait une bonne recherche de mots-clés. Donc, oui, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de comprendre c'est quoi la structure des campagnes qu'on veut construire. Pour moi, une campagne, habituellement, c'est un groupe de mots-clés similaires. OK. C'est comme ça que je définis une campagne. Donc, ça peut être un service, une campagne, un produit, une campagne, mais aussi on peut aller diviser le groupe de mots-clés par motivation. Donc, quelqu'un où leur motivation, c'est le meilleur prix. Les mots-clés, ça serait meilleur prix assurance auto, assurance auto compétitif, par exemple, versus quelqu'un qui recherche peut-être plus la qualité, comme meilleure assurance auto avec bon service à la clientèle, je sais pas.
Oui. Moi, je trouve que ça serait deux campagnes différentes. Je serais prêt à payer ou à optimiser chaque campagne d'une façon complètement unique. OK. Mettons, quelqu'un dirait, moi, je veux cibler les conducteurs de tel type de véhicule. Assurance auto avec un nom de marque. Très bon exemple. Exemple. Oui. Fait que ça, on pourrait dire, ben, ce mot-clé-là, il est moins cher. Mettons. Très bon exemple. Par exemple, on peut se spécialiser dans l'assurance auto, véhicules sportifs, par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui vont rechercher avec ces mots-clés-là. Donc, la marque, le type de véhicule, ça peut être un autre angle. C'est une très bonne idée. J'aurais dû le mentionner. Donc, OK. Tu vas me remplacer bientôt. Excellent. Parfait. Donc, on a trouvé nos mots-clés. On a notre sujet. En fait, on parle d'auto sportive. On crée une campagne avec quelques mots-clés qui vont aller chercher un petit peu l'achalandage de ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Troisième étape, les textes dans nos publicités doivent porter la personne à cliquer. Okay. Donc, ça doit être de 1. Les textes doivent être, je dirais, uniques par mot-clé. Donc, par exemple, si le mot-clé recherché, c'était meilleur prix assurance auto, puis le mot prix n'est pas mentionné dans nos textes, Google ne va pas aimer ça. Google va dire, ben, c'est pas un bon match. Cette pub n'est pas un bon match pour cette recherche. Donc ça vient affecter la qualité, le score qu'on nous donne dans Google. Donc ça doit être des textes qui sont uniques par mot-clé, où les textes, il y a comme un peu de... qu'on matche un peu les termes dans nos textes. Okay. Après ça, c'est le même concept, mais dans le site web. Les textes doivent aussi être qui matchent le plus possible la recherche. Donc ça porte à un de nos produits, les landing pages, mais on peut peut-être rentrer là-dedans bientôt. Mais avant d'aller au landing page, justement, est-ce que la recherche par mots-clés qui a des publicités là, qu'on parle, est-ce que les publicités qu'on voit sinon dans des sites web, ça vient-tu de la même source ou c'est complètement un autre... l'affichage web là, qu'on va voir des fois sur des sites web autres, est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses complètement séparées? Donc, juste m'assurer que je comprends bien la question. Oui. Donc, les textes au niveau de la publicité et les textes au niveau du site web. Non, je veux dire, exemple, si on a un site peu importe le site web, puis des fois, on a des publicités qui sont placées dans les sites web. Est-ce que c'est par les gens qui ont acheté des mots-clés que ces publicités-là sont là? Non, ou donc ça, c'est autre chose. Okay. Donc là, moi, je parlais de Google Search. Oui. Il y a aussi Google Display. Puis ça, c'est qu'on affiche des bannières sur des sites web. Donc, c'est un autre pan complètement... Exactement, c'est ça. Donc moi, si j'ai un blog populaire, ce que je vais peut-être faire, c'est réserver des espaces d'affichage pour que Google vienne afficher des publicités d'autres commerçants dans ces espaces-là. Et Google va décider quelle bannière afficher dans quel site web. Et comme blog, je vais me faire un peu d'argent en ayant des pubs affichées dans mon site web. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais c'est pour ça que je voulais savoir avant qu'on parle de landing page, parce que souvent, la publicité là ou la publicité mot-clé va nous amener au landing page. Là. Oui, absolument. Donc, c'est une autre forme de publicité. Puis, un autre sujet, puis on pourrait en parler. On le fait pas beaucoup parce que, historiquement, ça n'a pas trop bien fonctionné. Le display, les bannières dans des sites web. Fait que ça serait pas ton conseil que ça soit au top de nos stratégies, là, disons. Pas dans le top, non. Peut-être en troisième place. Après, Google première place, Facebook deuxième place, incluant Instagram, et troisième place, Google Display. OK. Peut-être revenir sur l'analyse des mots-clés. Je me souviens, ayant suivi quelques formations, avoir travaillé moi-même, de par moi-même sur Google, il y avait une différence entre mettre des plus, mettre des entre parenthèses. Est-ce que ça existe encore, ce principe-là? Et peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui. Donc, je vais essayer de l'expliquer de façon quand même simplifiée. On appelle ça des match types. Un match type, il y en a 3 options. Ça va être anglophone comme type. Il y a exact match, il y a phrase match, il y a broad match. Okay. Je vais vous expliquer les différences. Donc, exact match, c'est quand on dit, moi, le mot-clé pour lequel je veux payer, c'est meilleure assurance auto. Et je veux seulement payer pour ce mot-clé quand la personne recherche mot pour mot dans l'ordre. Et dans le même ordre.
Exactement. Phrase match, c'est peut-être une petite variation. Donc, c'est au lieu que ce soit meilleure assurance auto, c'est assurance auto meilleure. C'est peut-être un mauvais exemple. Un ordre différent, mettons. Exactement. Ou au pluriel versus au singulier. C'est assurance avec un S. Ça, c'est phrase match. Broad match, c'est quand c'est un mot complètement différent, mais l'intention, la motivation est la même. Par exemple, meilleure assurance auto ou l'assurance auto la plus réputée au Québec. Ça pourrait être broad match. Donc, nous, on veut payer pour meilleure assurance auto broad match. On pourrait apparaître pour les autres mots-clés qui sont similaires. Okay. C'est en train de changer. Donc, il y a 1 an, Exact Match, le comportement de l'algorithme pour Exact Match, ça a commencé à être de plus en plus comme Phrase Match. Il y a quelques mois, Phrase Match, ça a commencé à se comporter beaucoup plus comme Broad Match. Donc, on est en train de perdre un peu le contrôle. Google veut utiliser leur algorithme pour nous positionner. Puis ils veulent pas qu'on se limite, qu'on dise « Moi, je paye pour ce mot-clé, mot pour mot », parce que ça limite l'algorithme. Au bout de la ligne. En théorie, ça limite l'algorithme. Est-ce que c'est vrai ou non? Je sais pas. Il y a du monde qui disent qu'ils veulent faire plus d'argent. Mais comme tout algorithme, ou AI, ou machine learning, une machine a besoin d'informations pour que ça devienne plus intelligent. Et je pense que c'est ça qu'ils essaient de développer avec le temps. C'est le plus de recherche, le plus que c'est broad, le plus de data qu'ils peuvent collectionner, de données, le plus que leur engin devient intelligent. Okay. Donc, si tes mots-clés apparaissent dans plusieurs recherches, tu vas participer à des enchères sur plus de termes, automatiquement, oui. Ça veut dire. Oui, exactement. Donc, ça peut être un peu moins cher, potentiellement. Mais est-ce que le monde qui clique, c'est le monde qu'on veut? Puis est-ce que ça, c'est du monde qui vont prendre action comme remplir un formulaire? Okay. C'est peut-être oui, peut-être non. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est avoir une très bonne stratégie afin de déterminer c'est quoi les mots-clés pour lesquels on ne veut pas apparaître. Par exemple, le nom d'un compétiteur. Ou ça pourrait être le contraire. Quelqu'un qui cherche un compétiteur, on voudrait vouloir apparaître aussi, j'imagine. Oui, okay. Donc ça, dans le fond, on aura une campagne pour tous nos compétiteurs, ou un compétiteur qu'on voudrait, on veut dire... C'est-tu fréquent, des entreprises qui font ça? Oui. Puis dans votre domaine, c'est très fréquent, parce que je pense que tu l'as mentionné, certains des mots-clés les plus populaires, c'est des grands cabinets. Ouais. Donc, je ne vais pas vous dire trop, mais c'est une Non, bonne mais méthode. c'est intéressant, parce que tu dis, je vais m'annoncer sur les mots-clés de mes... puis ça fait du sens. Ouais, puis les plus grands compétiteurs, c'est une option. Puis vous venez avec le message qui dit comparer les prix. C'est quand même un très bon positionnement. Est-ce qu'il existe des outils qui nous permettent de définir, exemple, chez Desjardins, c'est quoi les mots-clés qu'ils utilisent ou comment ils se positionnent? Est-ce qu'il y a une possibilité puis de dire, regarde, moi, je veux sortir par rapport, je veux sortir d'une façon différente ou de la même façon que eux? Oui, je dirais que c'est pas vraiment très précis. Okay. Donc, d'aller prendre ça puis de développer toute notre stratégie avec cette info, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut nous informer un peu. Un outil, ça s'appelle SEMrush, R-U-S-H. C'est un bon outil. Il faut payer pour le plein service. C'est pas une agence, c'est un outil. Okay. Mais juste de faire attention, c'est pas si précis que ça, puis il faut pas trop faire confiance à cette info. Alors qu'on s'en allait parler des landing pages, ouais. Tu as expliqué c'est quoi un landing page versus un site web? Ouais. Comment tu définirais ça, la différence? C'est une bonne question. À la base, c'est un site web. Un site web, c'est un site web. Okay? Un landing page, c'est... dans notre domaine, quand on utilise ce terme, c'est un buzzword. Ça veut dire une page qui est vraiment axée sur un message, un produit, un service. C'est un pitch de vente. Et on l'utilise pour des pubs payantes. Habituellement, il n'y a pas des onglets pour plein d'autres pages. On ne peut pas aller naviguer le site web à partir du landing page. Pourquoi qu'on le fait? Bon, on a discuté tantôt l'attention quand même raccourcie des utilisateurs. Le 2 secondes puis le 30 secondes pour prendre action, où on peut perdre la personne qui atterrit sur le site web. Donc,
la théorie, c'est qu'on veut vraiment rendre l'expérience la plus simple possible, la plus facile possible et la plus convaincante possible. Puis on le fait avec des landing pages en enlevant tout ce qu'il y a comme distraction. Si moi je cherche pour une assurance auto, je ne veux pas en savoir de l'assurance maison ou tous les autres produits que vous offrez. Aussi, je veux pouvoir savoir tous les avantages de travailler avec vous, ce qui vous différencie, sans devoir cliquer sur à propos de nous, la page d'accueil, la page de service, la page de contact. C'est prendre ces 5 étapes pour aller trouver les infos. La majorité du monde ne vont pas aller chercher. L'info doit trouver l'utilisateur et non l'utilisateur trouver l'info. Donc, un landing page, ça vient... ça amène toute l'info qu'on trouve importante, puis ça la met dans une page. Il y a des infos dans la page d'accueil qui sont convaincants. Il y a des infos dans la page de service qui sont convaincants. Le About Us aussi. Ben, le landing page, ça va venir résumer tout ça en ciblant un service comme l'assurance auto avec un message. Fait qu'on pourrait avoir plusieurs landing pages, exemple. Oui, absolument. Un pour chaque service ou chaque campagne. Puis même, j'irai un peu plus loin. On a dit que les textes dans la pub devraient matcher un peu les termes recherchés. C'est la même chose pour un landing page. Donc, si j'ai une campagne, puis cette campagne, c'est axé vraiment sur le facteur prix, meilleur prix, assurance auto, ben, ça serait bien d'avoir un landing page qui va parler des prix. Pas juste des prix, mais peut-être les premiers textes vont discuter des prix puis de comparer les prix. Versus une campagne, c'est quelqu'un qui cherche un grand cabinet, puis là, vous apparaissez, puis vous allez dire, ben, on est meilleur. Ouais. Ben, landing page qui va aller parler de pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes meilleur? meilleur? La stratégie vraiment. Là, Exactement. Okay. Au lieu d'aller avec, je ne vais pas nommer de cabinet, mais au lieu d'aller avec XYZ, ben, vous pouvez aller avec moi, puis l'avantage d'aller avec moi, c'est que moi, je travaille pour vous, je vais comparer, puis c'est pas juste les prix, mais c'est l'assurance qui est la meilleure pour votre situation, et XYZ. Mm-hmm. Donc, un landing page, c'est important que ça matche la motivation de la personne qui atterrit dessus, sans devoir prendre plusieurs étapes pour prendre une décision. Il faut que ça soit facile pour que cette personne puisse vous contacter ou qu'elle fasse l'achat. Donc, c'est vraiment pour faciliter. Si on peut comparer ça dans le offline, c'est comme un flyer qu'on envoie dans la poste. On va s'assurer de tout mettre là-dedans, dans cette page. La personne peut cliquer, appeler, envoyer un message texte. Exactement. Okay. Puis ça nous permet aussi d'avoir un bien meilleur tracking du comportement des utilisateurs par page. Donc, les utilisateurs qui viennent de cette campagne puis qui atterrissent sur cette page, on sait qu'ils viennent d'une seule source. On peut aller comprendre ce qu'ils font. On peut aller voir c'est où qu'ils cliquent dans la page. S'ils scrollent à 90% de la page ou à 15% seulement. Puis si c'est à 15%, ben, peut-être qu'on va aller changer les textes pour qu'on motive la personne à lire un peu plus dans la page. Est-ce qu'on met le numéro de téléphone en haut? C'est des outils de tracking, c'est exactement, ça qu'on parle. C'est ça. Puis ça, c'est la dernière étape. C'est d'établir vraiment un bon tracking. Je vous dirais 9 sur 10 des agences, des commerçants, des freelancers ne le font pas. Okay. C'est de savoir vraiment, pour chaque appel qu'on reçoit, pour chaque formulaire qui est rempli, d'où cette personne est venue, de quelle plateforme, avant tout, de quelle campagne, même de quels mots-clés. Pour aller savoir nos meilleurs clients, c'est quels mots-clés qui viennent générer cette clientèle. Je vais vous donner un exemple. Si on cible trop le coût d'un client, de l'acquisition d'un client, par exemple, moi, je vais optimiser mes campagnes pour un cost per lead, un lead, un prospect, un client potentiel, le moins cher possible. Ça a de l'allure, c'est très logique comme stratégie, sauf que peut-être qu'on est prêt à payer le double si le closing rate est 3 fois plus élevé. Si on a plus de chances de prendre cette personne puis qu'elle devienne une cliente. Ça, c'est l'outil de tracking qui va nous amener cette réflexion-là au bout de la ligne. Exactement. C'est de savoir, de un, la source de nos leads et les leads qui se convertissent en clients et combien ils dépensent, c'est quoi les primes, par exemple, d'où ils viennent.
Là, on peut optimiser non seulement pour des leads, mais des leads de bonne qualité pour des clients qui viennent, bon, on ne peut pas dire dépenser plus, mais qui prennent les produits qu'on veut, par exemple. Parce que dans votre domaine, c'est pas nécessairement Ils sont prêts à acheter. J'imagine, par exemple, dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui shoppent, mais qui n'achètent pas ou qui ne s'en vont pas jusqu'au bout du processus. Ah, donc, c'est sûr. Oui. D'identifier ceux que leur démarche mène vraiment une action au bout de la ligne. Là. Exactement. Okay. Puis au bout de ligne, c'est aussi d'ajuster notre démarche dans la vente. Si on sait que vraiment le marché sur Google, veut pas, ça va nous apporter qu'on appelle en anglais des price shoppers. Il n'y a personne qui veut des price shoppers, mais c'est un peu, d'après moi, c'est quand même votre domaine. Ouais. C'est d'offrir le meilleur prix, le meilleur service, etc. Si 90% des personnes vont appeler, il faut s'ajuster. Il faut pouvoir répondre le téléphone tout de suite. Si 90%, j'utilise des chiffres extrêmes, vont vouloir texter, il faut avoir un système en place qui nous permet de communiquer avec nos clients efficacement. Donc le tracking, c'est pas juste pour optimiser les résultats, mais c'est optimiser nos démarches de vente aussi. OK. Et comment on fait ça? Comment on peut cibler le client à partir du moment qu'il navigue sur Google jusqu'au moment où j'arrive à faire une transaction avec ce client-là? Oui, donc je vais parler peut-être du quoi, mais peut-être pas du comment, parce que ça devient très technique. Ouais. Donc, avant tout, les formulaires, il faut savoir, c'est quand quelqu'un remplit un formulaire, d'où elle est venue, cette personne-là. Un formulaire peut capter certaines informations, et si on installe les bons codes, c'est du code qu'on installe dans le site web, on est capable de capter cette information-là. Si vous avez un CRM, un logiciel de gestion de la clientèle, on peut aussi s'assurer que ce logiciel va capter cette information-là du formulaire pour qu'on sache chaque lead et chaque client d'où ils sont venus. Donc ça, c'est le quoi, mais comment le faire? C'est quoi le code? Comment installer le code? Ça devient un peu plus compliqué. Okay. Mais c'est faisable. Oui. C'est ça au bout de la ligne. Exactement. C'est faisable et ça doit être fait. C'est pas une option. Et il y a 10 ans qu'on a commencé à faire ça, c'était un de notre positionnement, le tracking va être 10 sur 10. On va rien manquer, c'est transparent, vous allez savoir exactement ce que vous recevez pour votre argent, le ROI, c'est pour ça qu'on est là-dedans. C'est pour ça que j'ai quitté le domaine en tant que conseiller financier. Le ROI, c'est toujours l'affaire qu'on communique le plus. Okay. Comment est-ce qu'on peut communiquer ça sans le tracking? Impossible. Et comme commerce, comment est-ce que vous pouvez savoir c'est quoi votre retour sur investissement sans du tracking? Impossible. Ça va être juste votre impression du succès de la campagne. Donc, formulaire. Deuxième chose à s'assurer qu'on ait un bon tracking, c'est les appels téléphoniques. Comment on fait ça? Avant tout, il faut pouvoir acheter des numéros de téléphone qu'on appelle forwarding number. C'est des numéros qu'on achète, donc c'est notre numéro, et on peut les transférer à Bell si on voulait, à un moment donné, si c'est nécessaire. C'est la seule façon de pouvoir identifier chaque appel et la source de l'appel. OK. Juste pour bien comprendre, moi, mon entreprise, j'ai un numéro général avec des extensions. Là, ce que tu nous proposes, c'est d'acheter un numéro à part qui va être dans la publicité ou dans le landing page, qui au moment où le client va nous appeler, ça va finir par retomber chez moi. Exactement. Mais le tracking va se faire par ce numéro-là. Il va y avoir des outils qui vont nous permettre de dire, toutes les fois qu'il y a un appel, ce numéro-là qui était unique à cette campagne nous permet de définir le nombre d'actions que les clients prennent finalement. C'est exactement ça. Donc, ce numéro va rediriger l'appel à votre vrai numéro. Là, il y a plein de clients qui me demandent si les clients vont commencer à sauvegarder ce nouveau numéro, moi, je veux pas ça. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Moi-même, mon propre dentiste, à chaque fois que je vais appeler prendre un rendez-vous, Google Maps, j'ai pas son numéro, je le connais pas. Donc, c'est rare. Et si c'est le cas, c'est votre numéro, vous le gardez, puis ça peut être transféré à travers les années. Donc, je trouve que les avantages sont beaucoup plus importants que le petit désavantage. Puis, j'irai un peu plus loin. C'est pas nécessairement un numéro par campagne. Ça, c'est quand même une façon de base de le faire. On va savoir, c'est cette campagne sur Google qui m'a apporté ces appels. Ouais. Plutôt, c'est
habituellement, c'est une banque de numéros de téléphone, donc 10 numéros de téléphone. Et à chaque fois que quelqu'un atterrit sur le site web, ça fait une rotation à travers ces 10. Donc, c'est en train de changer. Donc, chaque utilisateur est en train de voir... donc, en d'autres mots, si on prend 3 utilisateurs qui atterrissent un après l'autre, les 3 vont voir un numéro différent. OK. Donc, actuellement, 10, c'est plus qu'assez pour assurer qu'il n'y a pas 2 personnes de suite qui voient le même numéro. Grâce à ça, on peut aller voir exactement le mot-clé qui a été recherché afin d'avoir le clic, afin de recevoir l'appel. Oh, wow. Donc, c'est vraiment très, très pointu. Précis, en comme fait. tracking, exactement. Parce que le numéro de téléphone en tant que tel a peut-être moins d'influence maintenant. Même ça, c'est un beau numéro ou un numéro un peu mix. Là, Avant, ça... on le choisissait pour que ça soit facile à retenir. Ben oui, ben oui. Ouais. Non, regarde, nous, notre numéro, il est fini par 5, 5, 5, 5. C'est facile, mais ça a peut-être moins d'influence aujourd'hui que ça n'avait à une certaine époque. C'est ça. Si c'est une pub sur une voiture, une bannière sur une auto, ou sur un affichage sur l'autoroute, je dirais que oui, c'est important parce que on va pas sortir notre téléphone en conduisant. Il faut se rappeler. Mais sur l'Internet, On clique. Puis... on tape dessus, that's it. Ça finit là. Donc, c'est vraiment le tracking de bien comprendre. Puis ça, c'est une autre statistique dans Aviva. Je pense c'est les tendances. Tu as mentionné, je pense, les données. J'ai oublié le terme que tu as utilisé. Mais, l'utilisation des données pour être très précis. Exactement, oui. c'est ça. Puis quand on est capable de comprendre la source de la clientèle, mais aussi qu'on peut les poser des questions dans notre formulaire, des questions quand même, je dirais peut-être pas essentielles pour communiquer avec eux, mais essentielles pour comprendre leurs besoins. Ça, c'est de l'information que vous gardez dans vos banques de données. C'est vraiment très, très utile. Il y a des business qui vendent de l'information comme ça. Donc, ça contient beaucoup, beaucoup de valeur dans l'industrie. OK. Écoute, je pense qu'on on aurait beaucoup de sujets encore à regarder ensemble. Je pense que ça l'éveille. Le but d'aujourd'hui, c'était vraiment de démystifier des sujets que les gens sont pas nécessairement à l'aise et tout. Puis pour ma part, là, ça m'a ouvert quand même plusieurs réflexions. Puis je suis certain qu'on va s'en reparler dans le futur. Alex, t'aurais-tu une j'espère dernière, qu'on a été assez clair. Je pense que c'est pas toujours évident, là, juste au parler, là, sans montrer des exemples, sans montrer du visuel pour les gens de bien saisir tout ça. C'est un peu abstrait, même pour moi, là, même si on s'est préparé et tout. Mais je pense que, comme tu l'as dit, l'objectif était d'aller chercher les gens à être un peu plus curieux, à commencer à poser des questions, puis à essayer de comprendre certains concepts. Pour pouvoir peut-être faire des essais de leur côté, là, que ce soit des agents, que ce soit des courtiers. C'est sûr, on a beaucoup mis l'emphase sur le site Internet. Il y a d'autres outils, puis il y a d'autres façons de se positionner aussi. On pourrait y revenir peut-être dans un épisode autre, là, parce qu'on parle des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quand même une bonne influence. Les influenceurs, d'ailleurs, aussi, là, qu'on voit que c'est un peu nouveau. En tout cas, ça l'est pour moi dans les dernières années. L'aspect vidéo, l'aspect audio, tu sais, des chaînes YouTube. Tu sais, il y a Podcast. tellement d'outils, des podcasts, que tu dis, comment on peut utiliser ça pour son entreprise au bout de la ligne. Tu sais. Donc, oui, ça serait des sujets à traiter. Ouais. J'imagine que tu aurais beaucoup de choses à nous dire. C'est sûr, on pourrait en parler pour des heures, tomber dans chaque sujet. Je dirais peut-être le take-away aujourd'hui, c'est peut-être c'est pas de tout bien comprendre, c'est peut-être impossible en une heure de comprendre, vraiment d'une façon très détaillée, mais c'est de savoir quelles questions poser. Donc, quand on fait affaire avec quelqu'un qui veut nous aider dans notre présence numérique, de poser les bonnes questions, puis de vraiment être à l'écoute de leurs réponses, ça vous donne, c'est comme on vous arme de pouvoir dealer avec les bonnes personnes. Ouais. Moi, ce que j'en retire, en fait, c'est pas quelque chose que je peux faire personnellement ou à l'interne. Ça prend vraiment des gens qui s'y connaissent, puis d'être à jour, parce que j'ai l'impression que Google change rapidement leur façon de faire. Plus que jamais. Ouais. Donc, l'importance de s'entourer de bonnes personnes. Un gros merci pour l'information que tu nous as partagée. Ça a été vraiment apprécié. Un plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Au début de l'épisode, on a oublié de remercier nos commanditaires. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Donc, la Banque nationale, qui nous aide à réaliser ce projet, et Primaco. Alors, je les remercie et pardonnez-moi pour l'oubli au début de l'épisode. Non, je pense qu'on s'est lancé dans le sujet. On était tous excités. On avait hâte d'en jaser. On le planifiait depuis un petit bout. Donc, je
Je pense qu'ils vont bien comprendre. Ben, écoute, merci encore. Et puis, Merci à vous de m'avoir bientôt. reçu. Ouais, c'était un plaisir. Génial, merci.